Bonsoir, bienvenue sur la Van Morgane. Alors, aujourd'hui, je reprends la lecture Le Dernier Amour de George Sand. Voilà, une courte lecture comme la dernière fois, peut-être suivie d'une chanson. En fait, je viens de faire une lecture et j'ai essayé de chanter la chanson que j'espère vous chanter à la fin, mais j'avais oublié l'air. Alors, tant pis, on verra si... Je l'ai écouté une fois, on verra si je l'ai retenu. Je vous dis à tout à l'heure en tout cas, et je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous allez bien? Voilà, une question importante, j'espère que oui, que vous allez bien. Je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à tout à l'heure après la lecture. Merci beaucoup. Je savais maintenant, ou croyais savoir, tous les secrets de la famille, et je m'effrayais un peu, non de leur rendre service, mais d'avoir à fixer ma vie au sein de ces existences troublées. J'éprouvais un grand besoin de repos après mes propres désastres. Mon rêve eût été la liberté et l'isolement, c'est-à-dire le travail au jour le jour et l'absence de responsabilité. Je craignais, en me liant à la destinée agitée et assez exceptionnelle des Morgerons, de ne pas me trouver plus habile et plus heureux qu'avec ma propre famille, et ce n'est pas sans appréhension que je me voyais investi par la confiance de Félicie d'un devoir très grave et qui pouvait m'assujettir à jamais. Pourtant, je l'avais accepté, ce devoir, sous le coup de l'émotion. Le bref et rude récit de cette fille déchue et stoïque m'avait vivement intéressé à elle, à son frère encore plus. Il y avait chez ces deux êtres, à défaut de charme et de candeur, une certaine grandeur d'idées et de sentiments qui s'imposait à mon respect. Jalousés pour leur fortune, critiqués pour leur excentricité, honnis pour la tâche qui pesait sur eux, ils avaient besoin d'un ami. Le premier pas que je faisais dans la liberté de mon incognito me mettait donc en présence d'une tâche délicate. Je ne crus pas devoir m'y soustraire. Poussé par mon cœur et par ma conscience, je me laissai rouler sur la pente qui devait m'entraîner à un nouvel abîme de tourments et de douleurs. Ce qui me décida entièrement, ce fut la découverte que je fis, dès le lendemain, d'un moyen facile et sûr de réaliser le rêve de mon hôte. Au point du jour, j'errais dans sa propriété, examinant tout avec un soin nouveau et m'acharnant à interroger tous les accidents du terrain. C'était, à vrai dire, une propriété aussi étrange que ceux qui l'exploitaient. Elle se composait de deux régions superposées bien distinctes. La partie située au flanc de la montagne était une zone de terres excellente, soutenue de place en place par les contreforts du rocher abrupt. De riches herbages, des vignes, des vergers et des céréales prospéraient dans cette région, au niveau et assez loin au-dessus du chalet. Mais au-dessous, tout était désordre et ravage. Deux petits torrents qui se donnaient rendez-vous dans une gorge étroite et profonde aidaient le torrent principal à bouleverser les terres et à entasser les galets. La montagne, brisée et crevassée en 1000 endroits, offrait un labyrinthe de débris, de blocs perdus dans les marécages, d'arbres entraînés des hauteurs, d'abîmes impénétrables. Ce chaos de rochers, de sable et de verdure eût fait la joie d'un peintre, et, sans être peintre, j'avoue que je n'eusse voulu y rien changer, si ce fantastique domaine eût été le mien. Mais en explorant, au péril de ma vie, la gorge où se déversaient à grand bruit les deux torrents, je découvris quelque chose que l'on eût pu appeler une mine de terre. C'était un amas enfoui de terre végétable de la meilleure qualité. Arracher cette terre à l'abîme où elle s'était amoncelée depuis quelques années dans une profonde fissure sous-rocheuse eût été un travail gigantesque. Mais forcer les eaux, qui avaient enseveli là leurs apports, à en conduire ailleurs de nouveau et à les livrer à la culture, ne me parut pas très difficile. Il ne s'agissait que de briser à la mine une roche qui leur fermait le passage et de diriger leur course sur la presqu'île dont Jean avait l'ambition de faire une île. Ce sol bas,
que la rivière inondait sans cesse, devait se renfler et s'élever vite à une certaine hauteur capable de résister aux flots, si nous parvenions à l'enrichir de tous les débris et de tous les détritus fécondants que charriaient les petits torrents. Il s'agissait de savoir si ces débris partaient d'une région assez riche et assez étendue pour ne pas s'épuiser avant de nous avoir fourni l'amas nécessaire. J'allai chercher Jean. Il était sombre. Il n'avait ni dormi ni déjeuné. Quand je l'eus interrogé sur ce que je voulais savoir, « monsieur, s'écria-t-il avec amertume, vous tenez mon idée. J'avais découvert la mine de terre et, comme elle m'appartient, je songeais au moyen de l'extraire de son abîme. Mais l'endroit a été creusé et arrangé par le diable, et pour rendre le transport praticable, il faudrait des ressources que je n'ai pas. Aussi, lui dis-je, il n'y faut pas songer. Il faut avoir la mine à ciel ouvert, des terres que les eaux vous amènent. Où sont-elles situées? Vous devez le savoir. » »« Oui, je le sais. Elles appartiennent à un pauvre hère qui ne peut les sauver et n'a pas le moyen d'endiguer sa terrasse. Mais s'il devine que je veux les utiliser à mon profit, il m'en demandera 3 fois ce qu'elles valent. Eh bien, laissez-moi établir mes calculs. Et si nous trouvons que ces terres rendues chez nous sans frais, puisque le torrent se chargerait de la besogne, doivent nous valoir en bas 20 fois ce qu'elles valent en haut, payez 6 fois ce qu'elles valent en haut. N'hésitez pas, ce sera encore de l'argent bien placé. Mais que ferons-nous de ces terres charriées quand nous les aurons, puisqu'elles se perdent dans des gouffres qui ne seront peut-être pas comblés dans 100 ans ? Je vis que Jean n'avait pas saisi mon plan, et ne chercherait pas beaucoup à le saisir. Il n'aimait que ses propres fantaisies. Il fallait donc non seulement lui faire adopter mon idée, mais encore lui persuader qu'il en était le père. « Monsieur Jean, lui dis-je, vous vous moquez de moi. Vous avez parlé par métaphore, pensant que je ne vous devinerais pas, mais je sais fort bien que vous comptez amener le torrent sur la presqu'île. » Un éclair passa sur son front. Cependant, il hésita à se parer de ma découverte. « Est-ce que je vous ai dit, s'écria-t-il, que je croyais pouvoir faire cette chose-là » À mon tour, j'hésitais à mentir, mais il fallait mentir pour le sauver, et je prétendis qu'il me l'avait donné à entendre. En même temps, je lui glissai adroitement la notion que j'avais acquise en explorant le rocher, si facile à faire sauter. Je vis dans ses yeux ardents un combat sérieux entre son orgueil d'inventeur et sa loyauté naturelle. Sa loyauté l'emporta. « Vous me trompez, dit-il en m'embrassant. Je n'avais jamais songé à ce que vous dites, mais il y a autant d'honneur à adopter une bonne idée qu'à l'avoir engendrée. Nous ferons sauter cette masse, nous achèterons la prairie de là-haut. Nous achèterons la prairie d'abord, et quand nous l'aurons, nous l'aiderons avec la sape et la pioche à dégringoler. Non, nous irons prudemment pour ne pas encombrer les ressaut du torrent, qui sont terribles, et je vois d'ici la presqu'île monter comme par enchantement. En 10 ans, ce sera une montagne ou tout au moins une colline. On pourra l'endiguer convenablement. J'ai des pieux énormes, superbes. La coupe de bois que j'ai achetée près du Simplon et où vous avez travaillé pour moi n'était pas destinée à autre chose. À présent, ma sœur ne dira plus que c'est de l'argent perdu et à endiguer des galets. Nous aurons par an 1 mètre d'épaisseur de bonne terre de bruyère. Nous... Attendez, vous allez vite. Sachons les dégâts commis là-haut par le torrent chaque année. Cela est facile à établir. Allons-y en nous promenant. Je veux bien, mais je sais la chose. Je sais quelle était l'étendue de la prairie il y a 20 ans. Les eaux n'y passaient pas dans ce temps-là. Depuis qu'elles se sont frayé le passage par là, elle a diminué d'1/4. À présent, elle va s'en aller en bloc. La roche qui la porte est minée en dessous. On peut l'aider probablement. Allons-y, allons-y. Partons, lui dis-je en rentrant avec lui à la maison. Mais déjeunez auparavant et priez votre sœur de nous accompagner. Quand elle aura vu par ses yeux, elle comprendra et vous aurez son approbation et son concours. Je ne sais pas de quoi il s'agit, répondit Félicie, qui rentrait avec le déjeuner servi sur un beau plateau de bois de figuier. Mais vous m'aurez avec vous, Jean, si M. Sylvestre s'engage à être l'ingénieur et si vous écoutez ce qu'il vous dira. J'en jure par le Rudely, s'écria Jean. Il déjeuna avec moi de grand appétit. Félicie alla mettre sa jupe courte, son chapeau rond et ses souliers à crampons. Elle était habillée ordinairement en demoiselle de campagne. Le costume de montagnarde la rendait vraiment jolie. Les nattes pendantes de ses cheveux bruns lui descendaient jusqu'aux jarrets.
Sa jambe fine et nerveuse était un modèle d'élégance. Aux habitudes de force et de travail des Suissesses, sa nature italienne ajoutait la grâce et la distinction. Elle partit en avant avec Tonino, qui avait pris aussi l'habillement montagnard nécessaire à une promenade sur des escarpements assez sérieux. Tonino était un garçon fait autour et d'une physionomie frappante de finesse aimable et de pénétration caressante. Trop mince et trop brun pour plaire aux gens du pays, il me paraissait devoir exercer un jour sur des natures plus exquises une puissance réelle. « Laissons passer ce beau couple, me dit Jean d'un air de bonne humeur en s'armant de son bâton ferré et en m'en donnant un semblable. Nous allons, tous deux, monter tout droit par le couloir des eaux. Ce ne sera pas facile, je vous en avertis. Mais vous avez bon pied, bon œil, et j'ai besoin que vous connaissiez les détours et les chutes de notre torrent porteur de terre. » L'ascension fut, en effet, des plus pénibles, et en plusieurs endroits des plus dangereuses. Si une pluie d'orage nous eût surpris là, nous étions perdus. Mais le temps était superbe et le torrent supérieur amenait peu d'eau. Nous pûmes constater que nulle part il ne rencontrait d'obstacles sérieux, et qu'en le débarrassant çà et là de quelques rochers, il pourrait nous descendre, dans ces jours de colère, une très notable quantité de terre. Les deux rives appartenaient aux Morgerons, l'une à Félicie, l'autre à Jean. Cette rigole presque verticale servait de limite à leur héritage. Jean était radieux, exalté, il parlait aux rapides, frissonnants et aux cascades grêles qui chantaient sur notre tête et sous nos pieds. « Tu pourras te fâcher à présent, petite méchante, disait-il à l'eau harmonieuse et limpide qui nous enveloppait dans le brouillard irisé de ces chutes. Plus tu gronderas, plus nous serons contents. Plus tu croiras nous faire de mal, plus tu nous feras de bien. » Parvenus au sommet de son parcours, nous dûmes gravir l'escarpement de la montagne pour ne pas être entraînés par la chute principale qui mesurait une dizaine de mètres. En nous retenant au petit mélèze qui croissait dans la roche, nous pûmes examiner la brèche que faisait cette eau en se précipitant, et les coups de dénudés nous permirent de nous assurer qu'il y avait là une belle épaisseur de terre de bruyère reposant sur le roc compact et inexpugnable. Quand nous eûmes gagné à grand-peine la corniche, nous trouvâmes Félicie et son jeune cousin qui nous attendaient dans la prairie appelée la Quille, à cause d'une dent calcaire qui s'élevait au milieu. Nous étions baignés de sueur. « Reposez-vous là au soleil, nous dit Félicie, après quoi nous nous asseoirons à l'ombre de la Quille et vous y trouverez du lait que nous avons pris au chalet de Zémie. »« Est-ce qu'il est là par hasard, le propriétaire ?» demanda Jean Morgeron. « Non, il n'y vient guère, il n'aime pas l'endroit, voyant quel mal sans remède les eaux lui font. Nous n'avons trouvé que son berger, c'est un enfant sans malice, vous pourrez examiner tout sans que cela tire à conséquence. » Nous passâmes l'après-midi sur cette croupe gazonnée que dominait une dernière cime rocheuse. Le torrent venait d'un glacier voisin dont le pied se soudait presque au sommet de la montagne relativement peu élevée où nous étions. Je pus m'assurer que, pendant des années au moins, cette fonte de neige suivrait le cours qu'elle s'était récemment tracé. Je vis aussi que la croupe qu'elle travaillait à entamer de plus en plus était très riche et presque toute formée des épais détritus d'une ancienne forêt. Tout allait au gré de nos désirs. Jean Morgeron, transporté de joie et d'enthousiasme, se fatigua tant à marcher et à parler qu'il se grisa avec son imagination en buvant du lait et alla dormir de guerre lasse dans le chalet de Zémie. Plus calme, je résistais mieux, et je marchais encore autour de la Quille où se reposaient Félicie et Tonino, bien abrités du vent et du soleil, dans un creux pratiqué sans doute à cet effet par les bergers. À cet effet. Je ne songeais certes pas à les observer. Le hasard me fit surprendre une petite scène d'intimité qui s'empara de mon attention. Félicie Morgeron était assise sur l'herbe et ses grands yeux bleus semblaient planer sur l'horizon. Tonino, couché auprès d'elle dans l'attitude du sommeil, avait les yeux ouverts et la regardait avec une expression à la fois extatique et mutine. Il tenait une de ses tresses pendantes et, au moment où je passais derrière eux, il colla cette tresse à sa bouche et l'y garda. Félicie ne s'en aperçut pas d'abord, et quand elle s'en aperçut, elle la lui retira brusquement et lui porta un soufflet qu'il para avec ses mains.
Elle insista et le frappa sur la tête en le traitant d'imbécile. Il me sembla pourtant qu'elle n'y mettait pas de sévérité bien réelle et qu'un sourire mal dissimulé tempérait sa feinte colère. Quant à lui, il riait, ne paraissait ni honteux, ni repentant, ni effrayé de s'être trahi, et il cherchait à saisir la main qui le corrigeait. Je ne sais si Félicie vit que j'étais là, mais tout à coup elle parut fâchée et ordonna au jeune homme d'aller voir au chalet si son frère dormait toujours. Il obéit, et mademoiselle Morgeron m'appela auprès d'elle en m'engageant à me reposer. Elle me remercia vivement d'avoir rendu l'énergie et l'espérance à son frère et me demanda si l'entreprise était réellement bonne. S'il en était autrement, lui dis-je, je ne la lui aurais pas suggérée. Vous auriez tort, reprit-elle. Il faut le commenter et l'amuser à tout prix. Il faut le contenter. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut le contenter et l'amuser à tout prix. Je ne voulais pas recommencer la discussion de la veille. Je lui dis avec fermeté cette fois que je ne m'emploierais jamais sciemment à la dépouiller de sa fortune et, sans le vouloir, je lui fis peut-être sentir que je la trouvais trop jeune pour renoncer à toute pensée d'avenir personnel. Elle devina ma préoccupation, ou elle interpréta, d'après la sienne propre, les paroles que je disais. « Vous croyez que je peux songer à me marier ?» dit-elle en me regardant fixement. « Je ne crois rien, mais vous avez 30 ans, vous êtes jolie, vous pouvez et vous devez inspirer de l'amour. »« On peut toujours inspirer de l'amour, reprit-elle, mais l'estime. Si vous n'avez à vous reprocher que le malheur dont vous m'avez parlé hier, vous l'avez expié rudement, ce me semble, et on serait lâche de vous le reprocher. Le dévouement que vous avez pour votre frère doit vous relever aux yeux d'un homme juste, et quant à moi, si vous êtes tel que vous vous êtes montré hier, si votre vie est un renoncement absolu, un travail incessant pour acquitter la dette de la reconnaissance, je trouve que vous avez droit au respect. Si, vous voyez bien que vous dites si, c'est-à-dire que si j'avais une pensée pour moi, si je nourrissais la moindre espérance de bonheur pour mon compte, je ne mériterais plus le respect que vous m'accordez. Toute épreuve a son terme, votre faute. Je me sers de ce mot, ne pouvant apprécier un fait que l'on qualifie ainsi en général et qui, dans certaines conditions, peut être simplement un malheur, a eu des conséquences si graves pour votre frère que j'aurais une mauvaise opinion de vous si vous ne l'eussiez réparé par un repentir sérieux et une conduite rigide. À présent, vous offrez, s'il en est ainsi, des garanties complètes à l'opinion, et un homme d'honneur devrait certes s'en contenter. « Je ne veux pas me marier, reprit-elle. Je ne veux pas être aimée, je ne veux pas être heureuse, je ne le dois pas. Ce que j'ai est à mon frère. Un mari ne l'entendrait pas ainsi et m'empêcherait de lui tout sacrifier. Mais je veux savoir si je suis digne d'estime, comme vous le dites. Je veux vous raconter mon histoire avec plus de détails. Va-t'en, dit-elle à Tonino, qui revenait pour lui dire que Jean dormait toujours. Ne le réveille pas et retourne à la maison. Sans vous, patronne ? Sans moi. J'ai à parler avec monsieur. M'entends-tu ? Dépêche-toi. Tonino fit quelques lazzis sur l'ennui de s'en aller seul. Il voulait obtenir un sourire et il ne l'obtint pas. Cette fois, il me sembla qu'on le regardait comme un enfant et que ce que j'avais vu ou cru voir dans les yeux étranges de Félicie ne tirait pas conséquence. Quand nous fûmes seuls, elle me raconta ce qui suit. Ma naissance est aussi singulière que ma vie. Je suis noble par ma mère, mon grand-père était comte, Tonino est baron. Notre famille est tombée dans la misère au siècle dernier, à la suite des pertes de jeu de notre aïeul, le comte Del Monte. Son fils Antoine fut forcé de donner des leçons de musique sous le pseudonyme de Tonio Monti. Il épousa une fille noble et ruinée comme lui, eut beaucoup d'enfants et, réduit sur ses vieux jours à la dernière détresse, il joua du violon sur les chemins en compagnie de sa dernière fille, Luisa Monti, ma mère, qui était belle et chantait bien. Ce pauvre grand-père qui n'avait aucun vice, mais qui manquait d'ordre et de prévoyance, était quand même un digne homme et un homme excellent. Je l'ai connu, je vois encore sa belle tête triste et douce, sa longue barbe blanche, son costume antique, ses belles mains soignées, son violon dont l'archet était orné d'une agate où ses armes étaient gravées. Dans une de ses tournées en Lombardie, il passa la frontière et, se rendant à Genève, il dut s'arrêter quelques jours à Sion. C'est là que vivait Justin Morgeron, paysan enrichi, devenu bourgeois, propriétaire de plusieurs fermes. Il vivait à la ville avec Jean, son fils unique.
Il avait perdu sa femme peu de temps après son mariage et il avait 40 ans. Toute sa famille était des plus honorables, et lui-même, protestant rigide, menait la vie d'un homme sérieux. Mais à force d'être sérieux, on sent un jour le besoin des passions. Il donna l'hospitalité à Tonio Monti et à sa fille. Le vieil artiste ambulant était blessé au pied. Le bourgeois charitable le soigna et le garda 1 mois, et au bout d'1 mois, il était tellement épris de la belle Louisa qu'il la demanda à son père et l'épousa. Ce fut un scandale terrible dans la famille Morgeron, dans la ville et dans le pays. Mon grand-père avait eu beau prouver la noblesse de sa race et de son caractère. Il était artiste. On l'avait vu se traîner boiteux avec sa fille et son violon à la porte des riches. On n'admettait pas que cette jolie fille pût être pure. On la traitait de bohémienne, on ne la saluait pas, on détournait les yeux quand elle passait. Les protestants la méprisaient d'autant plus qu'elle était catholique. Les catholiques la reniaient pour avoir épousé un protestant. Mon père se trouva abandonné de tout le monde. Son orgueil en souffrit tant qu'il en devint presque fou et rendit très malheureuse la pauvre femme pour laquelle il s'était exposé à cette réprobation qu'il n'avait pas voulu prévoir. Une sombre jalousie le dévorait, et il traitait le vieux Monti avec une dureté extrême. Quant à moi, l'unique fruit de ce mariage, il ne m'aima jamais. Je fus élevée dans les orages et dans les larmes, et pourtant j'étais soumise et laborieuse. J'apprenais tout ce qu'on voulait. Mon grand-père Monti, qui était instruit, me donna une éducation au-dessus de ma condition, croyant me rendre agréable à mon père. Celui-ci, loin d'être flatté de mes progrès, prétendit que je voulais supplanter Jean dans son estime, parce que Jean n'avait pas de facilité pour apprendre et, malgré tous les soins qu'on s'était donnés pour l'instruire, était resté ignorant. J'étais bien loin de vouloir entrer en rivalité avec cet excellent frère qui nous protégeait, mon grand-père, ma mère et moi, contre la tyrannie et les injustices de son père. Mais il nous quitta. Il avait le goût des voyages et ses orages domestiques l'ennuyaient. Il prit du service et ma mère, voyant que j'étais insupportable à mon père, obtint que j'irais passer les étés dans une de nos fermes avec le vieux Monti. Je me trouvais heureuse avec lui, mais il tomba malade et mourut. Alors je me sentis seule au monde. Mon père, au lieu de se calmer, devenait chaque jour plus sombre et plus exalté. Une dévotion farouche l'absorbait. Il voulait me faire abjurer la religion de ma mère, et c'était la seule chose qu'il ne put obtenir d'elle. Elle me prescrivit de rester à la campagne pour échapper à la persécution religieuse. Ce fut mon malheur. J'avais 15 ans, je me sentais abandonnée d'une part, haïe de l'autre, mal protégée et assez mal vue par les fermiers auxquels on m'avait confiée. Je sentais le besoin d'être aimée, d'entendre quelqu'un me plaindre et me consoler. Un voyageur qui rôdait autour de la ferme me persuada qu'il m'adorait, que je serais sa femme, qu'il m'arracherait à cette triste existence. C'était un homme séduisant, mais c'était un lâche. Il m'abandonna. Allez, encore une page. Je vous ai dit le reste, mais je ne vous ai pas parlé de Tonino, et il faut que je vous en parle. Quand je me réfugiais à Lugano, où mon grand-père m'avait dit avoir un fils établi et marié, je trouvais des gens dans la misère. Mon oncle, celui qui succédait au titre de comte, était tisserand. Chargé d'une nombreuse famille, il gagnait à peine de quoi ne pas mourir de faim. Il m'accueillit pourtant avec bonté, et sa femme, qui était blanchisseuse, m'employa comme ouvrière. Quel métier pour une jeune femme épuisée de fatigue et de privation qui nourrit un petit enfant. On me fit passer pour veuve, et Tonino, l'aîné des fils de mon oncle, il avait alors 9 ans, s'attacha à moi avec une affection ardente. Il se fit la bonne de ma petite fille. Tout le jour, il la portait sur ses bras, la berçait ou la faisait rire pendant que je travaillais. À genoux dans la paille mouillée, les bras dans l'eau, je voyais tout le jour à côté de moi ces 2 pauvres enfants qui jouaient au soleil, et je ne demandais à Dieu que de conserver l'un et de pouvoir récompenser l'autre. Quand le plus grand de mes malheurs, celui de perdre ma fille, vint m'écraser, Tonino fut ma garde-malade. Il pleurait en silence à côté de mon lit et me faisait boire en soutenant ma pauvre tête égarée dans ses petites mains.
Aussi, quand mon frère vint me chercher, je lui demandai en grâce de me laisser emmener Tonino, et il y consentit. Je l'ai élevé comme mon fils, et je l'aime comme mon fils. Trouvez-vous que j'ai tort ? Mademoiselle Morgeron s'arrêta pour attendre ma réponse. Je trouve que vous avez raison, lui dis-je. Pourquoi me faites-vous cette question ? Parce que vous avez peut-être été choqué de la sévérité avec laquelle je traite ce pauvre garçon. Il le faut, voyez-vous, il est trop expansif. Il a le défaut de sa qualité, il est caressant comme un chien. Il est resté si enfant qu'il faut à chaque instant lui rappeler qu'il devient homme. Il est trop italien, c'est-à-dire trop démonstratif pour ce pays-ci. Je dois l'habituer à prendre le ton et l'allure du milieu où il doit vivre. Il faut que j'en fasse un homme rangé, un cultivateur aisé, afin qu'il puisse soutenir sa famille, sur laquelle je veille en attendant. Le moment approche. Mon frère l'a associé dans une certaine proportion au profit de notre exploitation. J'ai fait pour lui une tirelire depuis 10 ans, et bientôt il aura de quoi appeler ses parents auprès de lui et se marier convenablement. À présent, parlons de moi seule. Depuis 13 ans que je vis ici, j'ai vécu seule. Je n'ai pas regardé si un homme était jeune ou vieux, grand ou petit, brun ou blond. Je n'ai ni aimé, ni souhaité d'aimer, ni regretté de ne pas aimer. Je n'ai pensé qu'à mon devoir, c'est-à-dire au bonheur de mon frère et à l'avenir de Tonino. Je rudoie l'un, je contrarie l'autre. Le malheur m'a rendu amère et peut-être dure aux autres, comme je le suis devenue à moi-même. Je ne sais pas être aimable. Ce n'est pas ma faute, mais je veux fortement me dévouer, et je me dévoue. Dites à présent si l'on peut m'estimer. Oui, et vous respecter, répondis-je. Vous voyez que je ne me trompais pas. Vous en avez douté pourtant. Non, mais si cela était, peu importe, je n'en doute plus. Et croyez-vous toujours que l'on pourrait m'aimer ? On n'aime pas les gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes et qui, par conséquent, ne savent pas chercher à plaire. Ceci est une autre question, lui dis-je. Je ne puis vous répondre, j'ai 50 ans, mais Tonino en a 21, et, quoi que vous en pensiez, il aura peut-être bientôt pour vous un sentiment plus vif et plus redoutable pour lui-même que l'amour filial. Ne me dites pas cela, monsieur Sylvestre, ce n'est pas bien ce que vous pensez. Tonino n'a que 15 ans pour la raison, et quant au moral, je suis d'âge à être sa mère. Mais vous n'êtes que sa cousine, et vous n'avez que 8 ou 9 ans de plus que lui. S'il vous aimait, je ne vois point pourquoi vous ne l'épouseriez pas. Aucune loi ne s'y oppose. Il me serait impossible de l'aimer d'amour. Moi, et je me trouverais ridicule de choisir pour mon maître cet enfant que je gouverne et reprends à chaque instant. Cela ne peut entrer dans ma tête. Chassez cette pensée, monsieur Sylvestre, elle me blesse et m'afflige. Dieu merci. Tonino ne sait pas encore ce que c'est que l'amour. Alors, n'en parlons jamais. Et pardonnez-moi une franchise peut-être indiscrète. Mais je suis vieux et je croyais pouvoir vous parler de ces choses délicates comme un père parle à sa fille. Pour le repos et la joie de ce brave Tonino, je suis aise de m'être trompée. C'est à vous de veiller sur votre enfant et de donner un aliment à ses passions quand vous les verrez apparaître. Je crois que je vais m'arrêter là. Parce qu'après, je ne saurais pas. Où m'arrêter exactement. Donc je vais m'arrêter là. Mais j'essaierai de lire plus longtemps les prochaines fois, sinon on va passer un temps infini sur ce livre et c'est pas non plus mon objectif, sans que j'ai d'objectif précis pour chaque livre en tout cas. Non, c'est bien, il est un peu... Oh my love, for the first time in my life, my eyes are wide open. Oh my lover, for the first time in my life, my eyes can see. I see the wind, oh, I see the trees. Everything is clear in my heart. I see the clouds, oh, I see the sky. Everything is clear in the world. Oh, my
for the first time in my life. My mind is wide open. Oh, my lover, for the first time in my life. My mind can feel. I feel sorrow, I feel dreams. Everything is clear in my heart. I feel life, oh, I feel love. Everything is clear in a word. J'ai raté quelques passages à chaque fois. Bon, ce n'est pas trop grave. C'est juste pour le plaisir. Voilà, vous voyez, je crois que je suis fatiguée un petit peu. Je vais aller me coucher et dormir, j'espère. Mais c'est une autre histoire. Je n'ai rien à dire. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt pour la suite du dernier amour ou une autre lecture. Merci beaucoup. À bientôt et faites bien attention à vous.